Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Check-up. Comme tous les mois, on va parler santé et innovation avec à mes côtés Vincent Templard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises de santé innovantes à Grenoble et dans l'arc alpin. Merci de nous apporter votre regard d'expert. C'est un plaisir pour moi aussi. Dans cette émission, il sera tout d'abord question de mains propres et d'un laboratoire de l'effort. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur l'assistance médicale à la procréation avec des invités. Mais pour l'instant, je vous propose de mettre la main à la pâte. Vincent, est-ce que vous savez combien de mains vous avez serrées aujourd'hui ? Un nombre certain, Marie-Caroline. Un nombre certain. Figurez-vous que vous aurez peut-être un grave danger. Vos petites mimines, si elles ne sont pas lavées régulièrement pendant au moins 30 secondes, transportent des milliards de bactéries. Les virus du rhume ou de la grippe peuvent y survivre plusieurs heures. C'est aussi un vecteur pour l'hépatite A. Une start-up iséroise a peut-être trouvé la solution. Créée en 2016 à Venon, Everclean Hand a mis au point une borne qui permet de protéger les mains face au virus. Elle a notamment été récompensée par la fabrique Aviva en décembre 2017. Voyez le reportage de Charlotte Faulkner. Près de 78% des Français affirment se sentir mal à l'aise lorsqu'ils ont les mains sales en public. C'est de ce constat que s'est créé Everclean Hand. Comprenez des mains toujours propres. Le principe est simple, une borne désinfectante installée dans les lieux publics. Donc si on permet aux gens de se dire il faut que je me désinfecte les mains parce que c'est un geste de protection de ma santé et de celle des autres, par un dispositif qui vous sert de pense-bête, eh bien on arrive à mieux faire le geste. Donc d'où l'idée d'un appareil qui soit d'abord visible, donc il faut qu'il ait quand même une certaine taille, qui soit beau et surtout qui donne envie d'être utilisé. Avec cette borne interactive, c'est de façon ludique et pratique qu'Everclean Hand veut rappeler l'importance de se laver les mains. C'est une machine sans contact, donc il faut que ça soit intuitif pour les gens. Il y a juste les mains à introduire dedans, on vient pulvériser notre lotion et il y a une friction qui se fait en sortant de la machine. La machine est communicante avec les utilisateurs par le biais de l'écran qui explique la façon d'utiliser la machine. 80% des infections se passent par les mains. Ces bornes ne sont donc pas seulement une innovation à but social et sanitaire, mais également un moyen économique, notamment dans les entreprises. En entreprise, les infections transmises par les mains causent arrêt de travail à cause de grippe, gastro, maladie ORL. Et ces petites maladies, mine de rien, qui nous gâchent un peu la vie, coûtent quand même à l'économie française et aux entreprises françaises chaque année 45 milliards d'euros. La solution n'a pas de limite de secteur d'application, mais pour la jeune entreprise en plein développement, il faut choisir où implanter les premières bornes. Et c'est dans les entreprises que seront installées ces bornes, en commençant par la restauration collective. Alors vous avez compris, ils ont un argument de vente très percutant pour les entreprises. Moins de transmission de virus, c'est moins d'arrêt maladie. Et Everclean Hand a pu tester son innovation chez un grand groupe, chez Sodexo. Vincent, on en est où pour l'instant pour Everclean ? Everclean se développe bien puisque effectivement ils ont fait cette expérimentation avec Sodexo et Sodexo vient de signer un contrat cadre avec Everclean Hand et ils doivent installer une vingtaine de machines d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, sur les 3 sièges sociaux, les 3 sièges principaux parisiens de Sodexo et les délégations régionales à Bordeaux, Lyon, Marseille de mémoire. Donc on en saura plus dans quelques mois. Pour se développer, c'est le nerf de la guerre, il faut trouver plus de fonds ? Surtout dans cette phase-là, il y a un moment donné où ça reste une jeune entreprise. C'est une entreprise qui a été créée il y a 2 ans sur le bassin grenoblois. Dans une phase d'industrialisation, forcément, il y a un moment donné où vous avez besoin de faire recourir à des capitaux, à renforcer vos fonds propres de l'entreprise. Et ils vont donc procéder bientôt à la recherche de fonds propres auprès de personnes physiques. Très bien Vincent, ce ne sont pas particulièrement les mains mais plutôt la tête et les jambes des participants de l'UT4M qui ont été mis à rude épreuve pendant plusieurs heures. Des scientifiques les ont suivis.
Samuel Vergès, chercheur grenoblois à l'INSERM et physiologiste de l'exercice, était venu nous présenter cette expérimentation sur ce plateau. En août, des scientifiques ont suivi des coureurs de l'Ultra-Tour des 4 massifs pour mesurer l'impact de cet effort hors norme sur leur organisme. Voyez le reportage de Mathias Arez. Quitte à vider totalement sa batterie sur l'un des parcours de l'UT4M, autant faire avancer la science. Avec plus de 80 participants, un laboratoire délocalisé sur la course mène une expérience sur la fatigue dans des conditions extrêmes. On est dans l'innovation, l'UT4M c'est l'innovation, et à travers ce labo, on continue d'œuvrer dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement des connaissances, grâce à l'aide de tous ces chercheurs. Stéphane Poirot, 49 ans, fait partie des cobayes. Ça va, le moral est bon. Hein. Je suis pas un super habitué des ultra-trails, mais c'est la première fois que j'entreprends cette course-là, le 170 sur l'UT. Je suis très content de pouvoir y participer. Il fait moins chaud qu'hier, c'est important pour le départ, pour le premier jour, la première étape. Et on verra pour la suite. J'espère pouvoir au moins finir, c'est sûr. Après 41 heures de course dans la catégorie extrême, le Grenoblois ne mesure pas vraiment l'impact de l'effort sur son corps. Dès qu'on s'arrête de courir, finalement, tout s'arrête. Le corps se met au repos et là, j'ai aucune douleur musculaire en fait. Ça, simplement au niveau des pieds, parce que j'ai les pieds qui ont beaucoup souffert et beaucoup de fatigue, puisque j'ai pas dormi depuis 2 jours. Tout de suite après avoir passé la ligne, le constat est le même sur tous les coureurs. Importante fatigue musculaire mais aussi centrale, soit la capacité du cerveau à commander les muscles. 3, 2, 1, allez, pousse. Ça, c'est ce que tu prends sur chaque rallye, t'es au 14 fois. Parfait. 24 heures plus tard, nous retrouvons Stéphane à l'hôpital Sud pour de nouveaux tests. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cette fatigue aiguë et importante que l'on a vue à l'arrivée des courses va peu à peu disparaître. Quels sont les mécanismes qui, les premiers, se mettre en place pour récupérer au niveau musculaire, neuronal, au niveau cardiaque. Donc c'est tout ce suivi-là dans les 15 jours en gros après la course que l'on fait. On s'attend à ce qu'il faille à peu près une quinzaine de jours au moins pour, au niveau neuromusculaire en particulier, retrouver une fonction normale, sachant qu'il y a d'autres aspects de la fatigue qui mettent probablement encore plus de semaines à récupérer. Les conclusions finales de l'expérimentation seront affinées avec des rendez-vous dans les semaines qui suivent. Ce qui est sûr, c'est que pour une récupération totale entre 2 efforts de ce niveau, il faut compter 6 à 8 semaines. Et dans quelques instants, on parlera d'un parcours également long et semé d'embûches, l'assistance médicale à la procréation. Ne bougez pas, on revient tout de suite. De retour dans Check-up avec toujours à mes côtés notre expert santé et innovation, Vincent Templard, président de Medicalps. S'il est un domaine où la recherche et l'innovation ont permis des miracles, ou presque, c'est bien celui de l'assistance médicale à la procréation. C'est le dossier de ce Check-up. Le premier bébé éprouvette n'en est plus un. La Britannique Louise Brown a fêté ses 40 ans en juillet dernier et des millions d'enfants l'ont suivi. En 4 décennies, l'assistance médicale à la procréation a fait d'énormes progrès, mais reste encore une épreuve physique et morale. Aujourd'hui, un enfant sur 30 en France est conçu grâce à l'AMP, selon les chiffres de l'Institut national démographique publiés en juin 2018. Pour en parler, nous recevons le docteur Marc Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricien en cabinet et à la clinique Beldon. Et puis Marion et Boubacar Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu recours à la fécondation in vitro pour votre premier enfant et pour le deuxième qui est en chemin. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation.
Tout d'abord, pour clarifier un peu la situation, on parle d'assistance médicale à la procréation, AMP, de procréation médicalement assistée, PMA, de fécondation in vitro, FIV. Est-ce que vous pouvez nous mettre tout ça au clair, Dr Schneider? Alors, assistance médicale à la procréation, ça recoupe les différentes techniques qui vont nous aider à obtenir une grossesse. Alors, on peut aller du plus simple au moins simple, donc les inductions d'ovulation simples, les inséminations intra-utérines, les fécondations in vitro, les maturations in vitro. Donc, ce sont différentes techniques adaptées à chaque situation qui permettent de pallier à un problème d'ordre médical pour obtenir une grossesse. Alors, AMP, assistance médicale à la procréation, et procréation médicalement assistée, c'est la même chose? C'est la même chose dans l'autre sens. C'est la... Non, il y a une évolution sémantique. On parlait il y a quelques années plutôt de PMA. Actuellement, on parle plutôt d'assistance médicale à la procréation. C'est probablement un peu plus humain comme terme, mais ça désigne les mêmes techniques. Qui aujourd'hui peut avoir recours à l'assistance médicale à la procréation? Alors en France, l'activité d'assistance médicale à la procréation est régie par des lois de santé publique et des règles qui sont d'ailleurs actuellement en discussion. On y reviendra peut-être ultérieurement. Donc actuellement, les techniques d'assistance médicale à la procréation vont pouvoir être proposées aux couples hétérosexuels, donc un homme et une femme, avec une vie commune. Il n'y a plus de notion de durée de vie commune. Donc c'est un couple, un homme et une femme qui vivent ensemble, qui souhaitent avoir un enfant avec une patiente qui a moins de 43 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on a recours à la FIV? À quel moment dans le processus? Alors la fécondation in vitro, c'est une des techniques de l'AMP, qui est la technique dont on va probablement parler parce que c'est la technique un peu emblématique. Elle correspond à la mise, à la rencontre plutôt des gamètes, spermatozoïdes et ovocytes au laboratoire, donc in vitro. Ça veut dire qu'on va proposer cette technique quand on considère que les probabilités de rencontre de ces deux gamètes est suffisamment faible pour pouvoir nous la proposer au laboratoire. Donc en faisant simple, des patientes qui ont des trompes bouchées, pas de rencontre possible, des couples où il y a peu de spermatozoïdes, donc la probabilité qu'il y en ait un qui arrive à féconder l'ovocyte est faible, et puis des patientes chez qui on a une infertilité inexpliquée. Actuellement, on considère qu'à peu près 30% des situations d'infertilité d'un couple correspondent à des infertilités inexpliquées pour lesquelles on n'a pas d'explication. Les couples viennent vous voir au bout de combien de temps après ils essayent d'avoir un enfant de manière naturelle? Et si ça ne marche pas, en moyenne, ils viennent vous voir au bout de combien de temps? C'est très variable parce qu'on est dans une période où il y a un souhait fort d'enfants rapidement. Historiquement, on proposait des explorations, des prises en charge après 2 ans. Je dis historiquement un peu, c'est un mot qui est fort, mais c'est un peu la réalité des choses. Actuellement, on a une pression forte quand même de ce souhait d'enfant et donc les couples consultent en moyenne plus rapidement. Nous, on va, en fonction des situations, proposer des explorations au bout d'1 an et demi, 2 ans d'infécondité. Alors justement, un couple se présente à votre cabinet. Quelle est la première étape? Alors la première étape, ça va être déjà de s'assurer qu'on est bien dans le cadre légal. Parce qu'en France, ce que je disais tout à l'heure, la réglementation est assez stricte, donc on reste dans le cadre légal. Et puis après, on va explorer les différentes étapes par des examens complémentaires, de spermogramme pour le conjoint, d'échographie, de prise de sang. On y reviendra probablement, les prises de sang, ça fait partie un peu des difficultés et des lourdeurs du parcours, par des radios éventuelles. Et puis on va revoir le couple dans un second temps avec l'ensemble des éléments pour déterminer la meilleure stratégie. Alors, quel que soit le cas, c'est la mère qui va devoir subir un traitement, une stimulation ovarienne. Pourquoi? Exactement. Pour quelle raison? Parce que naturellement, les patientes ont une ovulation au milieu du cycle avec la libération d'un ovocyte qui va pouvoir être fécondé. Spontanément, on va obtenir un embryon et une grossesse naturelle. Lorsque l'on fait une fécondation in vitro, on a beaucoup de pertes dans le parcours, donc on a besoin initialement d'avoir beaucoup d'ovocytes pour avoir au bout du compte au moins un embryon. Et de ce fait-là, on va devoir stimuler la croissance de tous les follicules
présents dans les ovaires. Et donc ça va passer par des piqûres quotidiennes pendant une dizaine de jours pour favoriser la croissance de l'ensemble de la cohorte folliculaire. Et ces piqûres, elles se font à un moment particulier du cycle. Qu'est-ce qu'il y a dans ces piqûres? Alors, c'est quoi la stimulation ovarienne? La stimulation ovarienne. On va démarrer notre traitement en se calant sur le cycle physiologique des patientes, c'est-à-dire juste après les règles. À ce moment-là, les follicules présents dans les ovaires sont de petite taille. On va apporter un médicament qui va favoriser la croissance. Donc, ce sont des hormones synthétiques, majoritairement, ou dérivés urinaires, qui vont favoriser la croissance de ces follicules. Donc ça va passer par des injections en sous-cutané que les patientes font majoritairement elles-mêmes. Ces injections vont être quotidiennes et la durée moyenne, c'est à peu près 11 jours de stimulation, donc d'hormones qui vont favoriser la croissance. Muriel Diallo, vous avez été suivie par le docteur Schneider, vous avez eu votre premier enfant par fécondation in vitro. Vous avez commencé quand le traitement? On a commencé en 2011. En octobre 2011. Et vous avez été parent? Et on a eu la chance d'être parents en juillet 2016. Est-ce que quand on commence une AMP, on a conscience que ça peut très bien ne pas fonctionner? Oui. Boubacar Diallo? Oui, forcément, on sait que ça fait partie des risques, on sait que c'est une facilitation, mais qui dit facilitation, ne dit pas forcément obligation de résultat à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a eu la chance de parvenir au bout avec un enfant. Ouais. Docteur Schneider, est-ce que ça vous l'expliquez à vos patients? Oui, alors l'AMP, c'est une technique médicale, scientifique. Il y a un accompagnement humain qui est indispensable parce que la crainte viscérale pour un couple, pour une patiente de ne pas avoir d'enfant est présente dès la première consultation. Ça participe un petit peu aussi je rebondis à la question d'avant, à partir de quand un couple consulte, on a la peur actuellement de ne pas avoir d'enfant. Donc oui, quand on se voit en consultation, on va exposer les différentes techniques et quelque part un petit peu les facteurs pronostiques et de ce fait-là les limites de notre technique. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui est proposé dans... Oui, l'agence de biomédecine, qui est l'organisme de tutelle des centres d'AMP, conseille ou a même l'obligation de proposer un accompagnement psychologique. Et dans tous les centres d'AMP en France, il doit y avoir actuellement la référence ou les coordonnées d'une psychologue ou d'un psychiatre. Après, c'est plus ou moins expliqué par le praticien, mais ça fait partie de la prise en charge obligatoire. Alors, je vous ai appelé Muriel tout à l'heure alors que c'est Marion, votre prénom. Je réagis à l'instant, je vous prie de m'excuser. Comment ça s'est passé pour vous, la stimulation ovarienne? Pourquoi c'était compliqué et si oui, pourquoi? Alors, c'est déjà compliqué, je dirais, au niveau organisation, ne serait-ce qu'au niveau du travail. Les horaires ne sont pas forcément compatibles entre les échographies, les prises de sang, les horaires le soir à injection, enfin les horaires fixes des injections. Ça, c'est contraignant. C'est des prises de sang à partir de J4, si je ne me trompe pas, tous les jours, avec des échos à J4, J7 et après tous les jours. Et puis c'est fatigant. C'est des traitements qui restent lourds quand même. C'est-à-dire quelles sont les conséquences? On est plus fatigué? Est-ce que ce sont des hormones? Donc, est-ce qu'on a des sautes d'humeur? Est-ce que moi, pas personnellement, non. Je connais des c'est déjà conjoint sympathique. Oui, c'est sympa. Vous dites non, pas toi. Toi, t'étais très bien, mais je connais quelqu'un d'autre. Non, c'est vrai. Mais pour vous, c'était difficile aussi de voir votre épouse subir ce traitement et devoir passer par là? Bien sûr, il y a une part de culpabilité. En tout cas, de compassion. Oui, c'est ça. Vous êtes ensemble et il faut continuer ensemble. De ne pas pouvoir faire plus. Pouvoir faire plus que support... que... Le support moral et le support logistique. Voilà, tout ça. Vous donniez un peu de la tête sur les contraintes. Les contraintes sont énormes, ça c'est évident, parce que ces contraintes sont majorées par l'angoisse de ne pas y arriver. Ça, c'est indéniable. Deuxième toute petite remarque, c'est vrai que les contrôles peuvent être quotidiens. Oui. Ils ne sont pas toujours quotidiens quand même.
En fait, en moyenne, pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, il y a 5 échographies qui sont réalisées durant les 11 jours de traitement et un peu plus de prise de sang. Mais c'est adapté en fonction des situations. Ouais, chaque situation est différente. Oui, exactement. Pour autant, les contraintes sont fortes. Les contraintes sont également, comme vous le disiez, professionnelles parce que les contrôles se font habituellement le matin. Donc déjà, c'est compliqué de se lever tôt pour faire une échographie, faire une prise de sang, ne pas forcément expliquer à la terre entière et notamment à son employeur qu'on s'absente pour ça. Donc oui, il y a une charge émotionnelle forte, mais des contraintes physiques fortes également. Je vous propose à présent de voir un reportage réalisé par Olivier Escalon. La stimulation ovarienne a réussi. Voilà ce qui se passe après. En 2017, 3% des naissances ont eu lieu grâce à la procréation médicalement assistée. Parmi elles, la fécondation in vitro est la plus couramment utilisée. La clinique Beldon en réalise 750 chaque année. Première étape, la ponction d'ovocytes. Dans les jours qui précèdent l'intervention, on hyperstimule l'ovulation de la patiente en lui administrant un médicament. Lors d'un cycle normal et non stimulé, un seul ovocyte est produit par ovaire. Avec ce traitement, ce nombre augmente. Donc ça, c'est un ovaire stimulé, hyperstimulé. Normalement, chaque cycle, il y a un seul follicule, une seule tache noire sur chaque ovaire. Il y a un ovule. Là, cette patiente, elle a été traitée pour en avoir beaucoup, pour pas qu'on recommence la procédure. On ne fait plus un par un. Avec cette méthode, on obtient une dizaine d'ovocytes en moyenne. À l'aide d'une pompe, le chirurgien injecte un liquide de culture chargé de nutriments et maintenu à température corporelle. Il rince la cavité folliculaire pour nettoyer et détacher l'ovocyte, puis il aspire le contenu dans une fiole. Il renouvelle l'opération pour chaque cavité folliculaire. Au fur et à mesure, les fioles sont transmises à une biologiste dans la salle voisine, qui se charge de vérifier la présence ou l'absence d'ovocytes. Sur cette patiente, l'équipe en prélève 10. Le fait d'en avoir plusieurs, ça permet de sélectionner, de féconder ces ovocytes et de sélectionner les embryons qu'on va pouvoir retransférer à la patiente. D'avoir du choix, c'est ça l'important. L'opération dure 15 à 20 minutes sous anesthésie légère. Le sperme est recueilli le jour de la ponction. Gamètes mâles et femelles sont mis en contact l'après-midi même en laboratoire. Dans la plupart des cas, on utilise la micro-injection qui consiste à injecter directement le sperme dans l'ovocyte. Une fois fécondés, les embryons sont placés dans une boîte de culture, puis à l'intérieur d'un incubateur où ils vont se développer de 46 heures à 6 jours. Donc là, on observe l'embryon du début de la fécondation, donc juste après la micro-injection, jusqu'au transfert. Et donc on va faire et emmagasiner des images pour justement définir si cet embryon est de bonne qualité ou pas de bonne qualité, et donc définir s'il peut être transféré ou éventuellement congelé. En moyenne, on obtient 5 à 6 embryons développés. Il faut alors en choisir un ou plusieurs, en moyenne 1,7, que l'on va pouvoir transférer à la mère. Les autres pourront être congelés pour une utilisation ultérieure. Le taux de réussite d'une fécondation in vitro s'élève en moyenne à 22% par cycle. Ce taux passe à 12% à 38 ans et continue de baisser avec l'âge. La culture des embryons se fait grâce à un embryoscope, c'est bien ça? Alors oui, les embryons donc obtenus suite à la fécondation dont on a vu les belles images, ces embryons vont devoir être conservés plusieurs jours pour sélectionner le ou les embryons que l'on va replacer. Bien sûr, on ne peut pas les conserver à l'air ambiant, donc on va les garder dans des étuves qui ont comme caractéristique essentielle la stabilité en température, en oxygène. Et la dernière évolution technologique forte, c'est l'embryoscope, qui est une étuve un petit peu particulière, c'est-à-dire qui a un système de time-lapse avec un contrôle des photos faites toutes les 10 minutes. Donc on a des films qui permettent de visualiser les divisions cellulaires, l'apparition de fragments. Et donc on a un intérêt diagnostique parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, et un intérêt, je pense, important pour la culture et pour les résultats parce qu'on regarde ces embryons sans devoir les sortir comme on faisait auparavant, où on sortait tous les jours les embryons de la boîte. Et donc forcément, il y avait un déséquilibre dans la culture. Comment sélectionne-t-on l'embryon qui va être implanté en premier?
sur des critères justement de cinétique de division cellulaire, d'aspect morphologique. Les cellules, vous avez peut-être regardé tout à l'heure, sont des sortes de billes. On va regarder ces billes. L'embryon à J2, donc 2 jours après la fécondation, a 4 cellules, à J3, 8 cellules, à J5, beaucoup plus, on appelle ça un blastocyste. Donc on a des critères de sélection morphologique. Par contre, ces critères sont insuffisants pour prédire une grossesse. On voit l'aspect des cellules, mais on ne voit pas l'intérieur des cellules. Donc on n'est jamais sûr de la composition chromosomique de ces embryons, et c'est ce qui est la limite actuelle dans le choix des embryons. Il se passe combien de temps entre cette étape et le transfert ? Alors, la ponction, donc un jour X, le matin, l'après-midi, la mise en fécondation, donc la technique d'ICSI, où on voit le spermatozoïde dans l'ovocyte, ou alors la technique de fécondation in vitro classique, un ovocyte et plusieurs milliers de spermatozoïdes au contact, et un spermatozoïde arrive à féconder naturellement. Donc on obtient un embryon ce jour-là. Le lendemain, on va regarder pour voir s'il y a bien un ovocyte fécondé, donc un embryon. Et à ce moment-là, on va pouvoir replacer les embryons entre 2 et 6 jours après la ponction. On va voir comment se passe ce transfert, si vous le voulez bien. Donc la réimplantation embryonnaire ou transfert embryonnaire est l'ultime étape du procédé de fécondation in vitro. Alors, il s'agit de replacer l'embryon dans la cavité utérine sous contrôle échographique. C'est un geste qui se fait sans anesthésie générale, qui est indolore et très rapide. L'embryon va être aspiré avec un cathéter, qui est un fin tube, et va être apporté au gynécologue alors que la patiente est installée. En position gynécologique, le cathéter est introduit par le col de l'utérus et est suivi sur toute sa longueur grâce à l'échographie qui est faite par voie abdominale. Une fois la filière génitale franchie et sous contrôle échographique, une petite seringue qui est solidaire du cathéter permet en appuyant de libérer la goutte qui contient l'embryon dans la cavité utérine. Mais on le met seulement dans l'utérus. On ne va pas le nider dans la muqueuse utérine. Et tandis que l'implantation, ce qui veut dire nidation de l'embryon, elle se fait en fait tout à fait naturellement, à peu près dans les 8 jours, à partir du 7e, 8e jour. Pour ce transfert, les 2 parents sont présents. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment, ou devrais-je dire de ces moments? Les 2 parents sont obligatoirement présents en fait. Oui. Et, oui, on se souvient de tous les moments, oui. Parce que vous avez dû avoir recours à plusieurs tentatives de transfert. Oui, on a fait plusieurs FIV, plusieurs tentatives qui toutes n'ont pas marché. Voilà. Plusieurs embryons qui n'ont pas forcément tenu, mais... Voilà, jusqu'au transfert qui a fonctionné. Et oui, je pense que particulièrement celui-là, on s'en souvient très très bien. Et évidemment, pourquoi ça peut ne pas fonctionner ? Parce que lorsqu'on replace un embryon, on n'est jamais sûr qu'il va s'implanter. C'est-à-dire que la fécondation in vitro, c'est un parcours avec des étapes. Chaque étape de franchie, c'est important, mais la dernière grosse étape, c'est l'implantation. Et l'implantation, c'est le fait que l'embryon arrive à s'implanter dans la muqueuse utérine, ce qu'on appelle la nidation, c'est-à-dire le démarrage d'une grossesse. La limite, c'est qu'on replace des embryons dont on n'est pas sûr qu'ils aient le potentiel évolutif pour pouvoir s'implanter. Et lorsqu'on replace des embryons, même des embryons qui nous paraissent parfaits, il est admis que 40 à 50% d'entre eux n'ont pas la composition chromosomique génétique leur permettant de s'accrocher. Et c'est la limite actuelle de la fécondation in vitro. Est-ce que l'âge peut être un facteur qui complique les choses ? Très clairement. L'âge masculin peut, parce que les paramètres spermatiques sont relativement stables. Il y a malgré tout un impact de l'âge masculin sur la fertilité, mais effectivement, l'âge féminin, malheureusement pour les femmes, est très important. Pour quelle raison ? Parce que les ovocytes, donc les gamètes, le nombre et la qualité diminuent avec l'âge de façon quasi exponentielle, passé 35 ans. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'échec
Oui, il y a des facteurs, des facteurs environnementaux, Oui. par exemple. Oui, les facteurs environnementaux, donc les toxiques, tabac, cannabis, diminuent de façon très importante l'implantation, à la fois sur le versant utérin et déjà en amont sur les gamètes. On a pu faire des marqueurs ou des marquages avec des immunomarquages, et on voit qu'il y a des dérivés de tabac, de cannabis sur les gamètes. Donc oui, il y a un impact fort de l'environnement. Alors, vous le disiez, vous avez eu recours à plusieurs FIV. Il y a une limite légale? Oui. Alors actuellement, la limite légale, il y a souvent un amalgame en fait. Il y a une limite légale, c'est l'âge des femmes, 43 ans, donc jusqu'à 42 ans révolus. Après, il y a 4 tentatives qui sont remboursées par la sécurité sociale. La France est un pays d'ailleurs assez généreux pour ça. Il y a beaucoup de pays où il y a soit pas de prise en charge du tout, soit une prise en charge partielle. En France, il y a 4 tentatives qui sont prises en charge par la sécurité sociale. On peut proposer plusieurs tentatives au-delà de 4 si on pense qu'on peut y arriver, qu'il y a des chances de réussite suffisantes. Donc la limite en France, c'est la prise en charge. Et c'est une limite, c'est importante parce que le coût d'une FIV est très important. C'est quoi? Alors globalement, tenant compte de l'hospitalisation, du coût des médicaments, des surveillances, etc., une FIV en France, c'est à peu près 5 000 €. Au début de l'assistance médicale à la procréation, alors au début on ne disait pas AMP mais PMA, plusieurs embryons étaient souvent transférés, ce qui donnait lieu à des naissances multiples. Oui. C'est moins le cas aujourd'hui. Oui. Alors pour quelle raison? Parce que la technologie s'est quand même améliorée. On a besoin de moins replacer d'embryons pour obtenir autant de grossesses, voire prendre un petit peu plus. Parce qu'il y a une révolution importante, c'est la congélation d'embryons. La congélation d'embryons, lorsqu'on obtient des embryons suite à la ponction, on va limiter le nombre. Habituellement, pour une première tentative, on va replacer un embryon pour limiter au maximum les risques de grossesse multiples avec toutes les conséquences de prématurité, morbidité, etc. Donc, si on a d'autres embryons, on va pouvoir les congeler. On les congèle, c'est assez extraordinaire, mais on récupère des embryons décongelés qui sont quasiment intacts et on a des taux de grossesse cumulés, c'est-à-dire un transfert d'embryons frais plus des embryons congelés qui nous permettent d'obtenir des taux de grossesse plus importants qu'auparavant où on replaçait plusieurs embryons en frais, entre guillemets. Combien de temps faut-il attendre pour être sûr qu'une grossesse soit viable? S'il y a eu la nidification, après, une fois que c'est parti, est-ce que c'est encore... Oui, après, il y a encore une autre étape dans le parcours à étape de la FIV. Classiquement, on fait une prise de sang 2 semaines après la ponction pour s'assurer qu'il y ait une implantation. Et on va recontrôler plusieurs fois après cette première prise de sang pour s'assurer que les bêta-HCG, donc l'hormone de la grossesse, continuent à évoluer. Parce que malheureusement, il y a encore un certain nombre de grossesses qui vont s'arrêter ultérieurement sous forme de fausse couche, soit très précoce, soit avant 12 semaines, qui est le moment où on va déclarer la grossesse. Est-ce que c'est une grossesse plus à risque qu'une grossesse normale? Alors, classiquement non, sauf si l'indication de la fécondation in vitro favorise des complications, c'est-à-dire une patiente qui a des troubles vasculaires, des utérus qui sont moins aptes à obtenir une grossesse, ou lorsque les patientes avancent en âge, on a plus d'anomalies durant la grossesse, de complications d'hypertension, d'accouchement prématuré. Par contre, c'est l'impact de l'âge féminin qui à nouveau joue. Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé? Des risques liés à l'accouchement prématuré, oui, avec toute la prématurité. Et est-ce que la question, j'imagine, c'est est-ce que les enfants qui naissent après une procédure ont plus d'anomalies? Alors, les données sont extrêmement sensibles. On a un recul actuellement de 35 ans à peu près. On n'a pas montré d'augmentation importante d'anomalies chez les enfants qui sont nés. Il y a, oui, un certain nombre de situations d'anomalies mineures, des choses qui sont pas graves, entre guillemets, qui sont plus fréquentes, et quelques anomalies cardiaques qui sont un petit peu plus fréquentes. Pareil, ça dépend un petit peu de l'indication. Le message, c'est quand même d'être rassurant. Avec 30 ans de recul, on n'a pas une explosion d'anomalies génétiques, chromosomiques, etc. Comme c'est un sujet qui est très sensible, c'est très surveillé, d'où un peu la réserve que j'exprime, mais globalement, moi, je suis quand même rassurant en 2018 sur l'ensemble des enfants qui sont nés depuis 35 ans.
Le projet de loi sur la bioéthique devrait être présenté fin novembre pour un vote début 2019. À l'intérieur, un volet sur l'AMP. Il est question de l'étendre aux couples homosexuels féminins et aux femmes seules, mais aussi de permettre à des femmes en bonne santé de demander un prélèvement d'ovocytes pour le congeler et s'en servir le jour où elles voudront un enfant. Ce n'est donc pas le cas actuellement. Non, actuellement, les données sont très claires. On ne peut proposer en France les techniques d'assistance médicale à la procréation, que ce soit la fécondation in vitro ou les inséminations, uniquement un couple hétérosexuel. La discussion avec la révision des lois de bioéthique, qui a abouti à un pré-rapport, semblerait favorable à l'ouverture des techniques d'assistance médicale à la procréation aux couples homosexuels, aux femmes seules. C'était d'ailleurs dans le programme des 2 derniers candidats à la présidentielle, et ouvrirait également les possibilités de préserver les ovocytes aux femmes qui le souhaiteraient. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'âge de la maternité et de la paternité d'ailleurs avance. On a parlé tout à l'heure de l'impact de l'âge féminin. Donc des patientes qui souhaiteraient préserver des ovocytes parce qu'elles sont seules, parce qu'elles n'ont pas de conjoint, parce qu'elles sont dans un milieu professionnel qui ne leur permette pas ou elles ne le souhaitent pas, pourraient congeler des ovocytes pour les utiliser plusieurs années plus tard pour faire une fécondation in vitro. Vous avez déjà des patientes qui vous ont demandé ce genre de choses? Oui. Je pense que tous les médecins, tous les gynécologues obstétriciens, tous les médecins de fertilité ont été confrontés à ces demandes-là. Donc oui, il y a une forte demande, indépendamment de position personnelle. Hein. Je constate simplement qu'il y a une forte demande qui actuellement va orienter les patientes vers l'étranger. On parle souvent d'Espagne, de République tchèque. Pour quelle raison? Parce que la législation autorise dans ces pays la prise en charge de couples homosexuels, de préservation de la fertilité, et la prise en charge pour des femmes seules. Donc oui, il y a actuellement une forte demande qui oriente ces femmes à l'étranger. Dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit de couples homosexuels féminins ou de femmes seules, il faudrait avoir recours aux dons de sperme également? Oui. Alors, on a parlé jusqu'à présent que des techniques qui font appel aux gamètes des 2 conjoints. On peut proposer, lorsqu'il y a une insuffisance de spermatozoïdes ou une insuffisance d'ovocytes, une prise en charge en France avec une fécondation in vitro avec donneur ou donneuse. Donc ça, c'est autorisé. Le don est anonyme? Oui, anonyme, gratuit, et il n'y a pas de recoupement possible. Donc ça, c'est autorisé en France. Ce qui ne l'est pas, c'est de proposer un recours à un tiers donneur ou à une donneuse dans le cadre de demandes de couples homosexuels. Donc pour l'instant, ça ne l'est pas. On a l'impression qu'il y a 40 ans, c'était une question médicale et qu'aujourd'hui, c'est devenu une question sociétale. Oui, il y a une évolution évidente. Il y a une évolution dans la société parce que, je vous disais, l'âge moyen actuellement, c'est 31 ans. Il y a 20 ans, c'était plutôt 25 ans. Donc il y a une évolution. Les patientes et les conjoints ont des enfants plus tard. Donc ça, c'est un fait. La deuxième chose, c'est qu'il y a probablement un peu un droit à l'enfant qui est plus exprimé qu'il ne l'était il y a 40 ans. Marion et Boubacar Diallo, vous, si c'était à refaire, vous le referiez sans hésitation? Oui. Je crois qu'on peut conclure l'émission là-dessus. Merci beaucoup à tous les 3. Merci de votre participation, de vos explications, de votre témoignage. Check-up, c'est tous les jeudis à 21h15. À très bientôt. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.